L'ancien conseiller en communication de François Hollande et fondateur de l'agence 2017 est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Le journal du dimanche a révélé ce week-end que les députés de La République En Marche seront en séance de team building ce week-end, enfin plutôt ce lundi et ce mardi au dock d'Aubervilliers. Appliquer les codes de l'entreprise au domaine politique, est-ce que c'est une bonne idée ou une preuve d'impréparation et finalement d'un rattrapage tardif ? Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que beaucoup de groupes politiques par le passé n'ont peut-être pas assez investi dans la dynamique collective. On l'a vu sous Nicolas Sarkozy comme François Hollande. La solidarité et l'esprit d'équipe a parfois manqué. Donc que La République En Marche veuille investir dans ce domaine, on ne peut que s'en réjouir, je crois. Et l'objectif, ce sera notamment d'éviter de nouveau les couacs qu'il y a eu en juillet. Une séance comme ça, en 2 jours, ça peut former de politiciens en devenir, comme je pense qu'on ne devient pas politicien en 2 jours. Ils ont déjà finalement pas mal d'expérience. Ils ont gagné des élections, ils ont fait les premières semaines à l'Assemblée nationale. Donc là, 2 jours, ça va permettre de se retrouver et de travailler ensemble. Après, ça ne résoudra pas tous les problèmes d'un seul coup et il y a encore un long apprentissage du travail parlementaire, je crois. L'une des critiques qui est faite aux députés de La République En Marche par leur opposition, c'est dire que ce sont des députés godillots qui valident quoi que fasse le gouvernement ou Emmanuel Macron. Est-ce que ce type de formation, justement, ça risque pas de les formater et de donner des arguments à l'opposition? Moi, je me méfie de cette critique sur les députés godillots. Moi, je préfère les députés loyaux aux députés frondeurs, personnellement. Quand on pense que sous François Hollande, il y a quand même des députés de la majorité qui ont voté les motions de censure, on a encore du mal à y croire aujourd'hui. Non, je pense que c'est une bonne chose qu'ils se retrouvent, qu'ils travaillent ensemble. Chacun, après, est libre. Et je suis sûr qu'au cours de ce quinquennat, on se rendra compte qu'il y a des personnalités fortes au sein de ce groupe parlementaire, prêts à s'affranchir quand il s'agit de défendre leur point de vue, comme il en existe dans les autres groupes parlementaires chez les Républicains ou au Parti Socialiste. J'en discutais avec un député de La République En Marche, et ce qui était très impressionnant, c'est que lorsqu'on discute justement avec un député, souvent, on a plus les codes et le vocabulaire des entreprises. Il parlait par exemple de session ou de lab plutôt que de grands discours devant des assemblées comme c'était le cas à l'époque. Ça, c'est une nouvelle façon de faire de la politique ou c'est juste vraiment du marketing ? Je trouve qu'il y a certainement plein de choses très intéressantes à prendre dans le monde de l'entreprise en matière d'organisation du travail et de débat, de brainstorming, etc. Après, moi, je me méfie des novlangues, qu'elles soient politiques ou de l'entreprise. L'essentiel, c'est ce qu'on fait plus que ce que l'on dit. L'action. Alors voilà, ça c'était pour les députés. En ce qui concerne Emmanuel Macron, il a été annoncé qu'a priori, il voudrait s'exprimer davantage dans les médias. Vous avez été l'ancien conseiller en communication donc, de François Hollande. Vous avez cette expérience de la communication à l'Élysée. Est-ce que cette volonté d'aller plus dans les médias, c'est quelque part la défaite de Jupiter? Je ne sais pas si c'est la défaite de Jupiter. En tout cas, je pense que c'est un juste retour à la normale. Il faut arrêter cette tension sur la question de la parole présidentielle. On est au XXIe siècle. L'expression présidentielle, elle doit être normale. Il faut s'exprimer non pas trop souvent ou pas assez, il faut s'exprimer quand il le faut. Quand il y a des catastrophes, des crises, ça a été le cas au cours des derniers jours, mais aussi pour expliquer le sens de l'action. Et je pense qu'Emmanuel Macron, après avoir imprimé une marque au début du quinquennat assez jupitérienne, comme son entourage l'a dit lui-même, là maintenant revient vers quelque chose de plus normal. Pas normal au sens de François Hollande qui lui avait été reproché, normal au sens plus régulier. Logique et régulière, proche des gens. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que l'action publique a besoin de pédagogie, de mise en perspective, d'explication. Et on ne s'explique jamais assez quand on est une personnalité politique et a fortiori président de la République. Une catastrophe naturelle a récemment secoué la France à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Comment Emmanuel Macron a-t-il géré en termes de communication sur l'évolution des secours et de la situation, a-t-il géré cette crise? D'ailleurs, j'apprends ce matin qu'il y a de nouvelles menaces qui pèsent sur les Antilles, donc j'espère que ça ira. Non, je crois qu'il l'a plutôt bien géré dans l'ensemble. Il a eu raison de se rendre sur place. On attendait de l'action. Le président de la République est élu par tous les Français. On attend qu'il se déplace, qu'il s'exprime en cas de difficultés particulières. Après, il a beaucoup communiqué par l'image, plus que par les mots, mais au final, peu importe. Là, la communication est moins importante que l'action et la politique. Ce qui compte, c'est ce qui va être fait pour les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy au cours des prochaines semaines pour les aider à se reconstruire. Je pense que rien n'est plus important que cela. L'une des grandes évolutions, par exemple, d'Emmanuel Macron dans sa communication par rapport à François Hollande que vous avez piloté pour sa communication, c'est notamment l'utilisation très régulière de Facebook Live, comme par exemple pour cette émission qui est diffusée. Donc tout le monde peut faire des Facebook Live et lui le fait. C'est utile, c'est important. Comment vous percevez cette façon d'essayer, non pas de parasiter, on va dire, les médias classiques, mais d'être en tout cas en parallèle?
Facebook Live, tout comme Periscope d'ailleurs, sont des apparitions relativement récentes. Ça fait un an et demi qu'ils sont vraiment implantés en France. Nous, on l'avait pas mal utilisé à la fin du quinquennat de François Hollande. Et moi, je pense que c'est vraiment un outil intéressant pour s'adresser directement aux Français. Il a raison de le faire souvent, mais 2 remarques. 1, ça ne doit pas se substituer aux médias, parce qu'il faut répondre aux questions des journalistes. Et 2, c'est intéressant de donner à voir ce que l'on fait via Facebook Live, mais encore plus intéressant, c'est de répondre aux internautes. Moi, je pense que le nouveau challenge de la communication politique, c'est la conversation numérique, la discussion en ligne. Comment est-ce qu'on arrive à répondre aux citoyens via le numérique? Le numérique ne doit pas simplement être un média descendant, mais aussi quelque chose qui permet l'interaction. Et comment faire quand on est un politique, et en l'occurrence le président de la République, pour faire répondre aux commentaires, alors qu'il y a beaucoup de trolls, d'organisations qui viennent justement poser des questions ou des remarques très difficiles, voire plus parfois, et dans le cas où il n'y a plus de débat. Je suis sûr qu'il y a des protocoles qui peuvent être inventés, mais vous savez, vous retrouver à discuter en ligne avec des gens, c'est pas plus compliqué que de vous retrouver à discuter directement dans la rue avec des gens. Le propre de l'homme politique, c'est d'aller sur des marchés, c'est d'aller dans la rue, c'est d'aller à la rencontre des citoyens. Emmanuel Macron, comme François Hollande, Nicolas Sarkozy, ils l'ont fait, beaucoup fait. On peut aussi le faire en ligne, et on n'est pas obligé de le faire en live, on peut aussi le faire avec un léger différé ou répondre à des questions qui auront été posées à l'avance. Plein de choses peuvent être inventées et il ne faut pas être fainéant, il faut inventer cette nouvelle forme de communication politique. Alors vous disiez justement, cette communication par exemple par Facebook Live ne doit pas se substituer aux médias classiques, aux médias traditionnels. On va parler justement un peu de la sphère médiatique. Il y a eu une récente polémique, notamment sur les transferts entre domaines politiques et domaines médiatiques ou journalistiques. Henri Guénaud par exemple qui part chez Sud Radio, Jean-Pierre Raffarin chez France 2, Julien Drey LCI, Aurélie Filippetti et vous-même chez RTL. Et à l'inverse, Bruno Roger-Petit, ancien journaliste qui devient porte-parole de l'Élysée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que justement ce type de transfert peut renforcer la défiance envers les médias parce qu'ils s'inquiètent justement de la séparation des pouvoirs? Je pense que c'est pas en disant qu'il va y avoir de la défiance qu'on lutte contre celle-ci. Je crois que c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Il faut regarder des situations particulières. D'abord, première remarque, ce sont les médias eux-mêmes qui sollicitent les politiques ou anciens politiques pour aller dans leurs émissions, chroniquer ou donner leurs expertises parce qu'ils ont une connaissance de leur secteur et de leur vie professionnelle. Après, moi, je pense qu'il y a c'est la deuxième remarque, quelque chose de très important. C'est que quand on passe de l'autre côté du miroir, il faut arrêter de faire de la politique. Je pense qu'il faut qu'il y ait des parois étanches entre le milieu médiatique et le milieu politique. Une fois qu'on a franchi cette paroi, il faut l'avoir franchie totalement et pas rester un pied de chaque côté de la frontière. Troisième remarque, dans d'autres démocraties, au Royaume-Uni, aux États-Unis, il est assez fréquent, en tout cas ça arrive, que d'anciens conseillers ou d'anciennes personnalités politiques passent de l'autre côté du miroir. C'est le cas aux États-Unis, sur CNN, ABC, ou c'est le cas aux Royaume-Uni, où il y a plusieurs, on va dire, chroniqueurs, non pas journalistes d'investigation, qui sont d'anciens conseillers du prince ou d'hommes politiques. Ça peut devenir une nouvelle façon de faire de la politique, c'est-à-dire non pas en convoitant des postes, mais en essayant simplement de partager ses idées finalement? Vous savez, je pense que tout est politique. Quand on est chef d'entreprise, enseignant, élu, journaliste, tout le monde fait de la politique à sa manière, à partir du moment où on exprime des convictions, des opinions, etc. Non, je pense quelque chose de plus intéressant encore là-dedans, c'est qu'on a plusieurs vies. On peut à un moment être dans l'action publique, passer dans l'action privée, passer dans l'analyse. C'est bien de ne pas être enfermé dans une case. Moi, c'est un principe que je me suis appliqué à moi-même. J'ai eu plusieurs vies. J'ai une vie dans l'administration, une vie proche des politiques. Maintenant, je crée mon entreprise, l'Agence 2017. J'espère qu'elle va marcher et le plus longtemps possible, mais peut-être que j'aurai d'autres vies après. Allez, on va justement parler de votre actualité, Gaspard Ganzer. Vous préparez un livre chez Fayard, je crois, qui s'appellera « La politique est un sport de combat ». On suppose que vous allez revenir sur vos années au sein de l'équipe de François Hollande. Même quand on est un lobe de l'ombre comme vous, il faut apprendre à prendre des coups. Oui, ça fait partie du jeu, j'allais dire. Quand je suis arrivé à l'Élysée, je savais que ça allait être dur, éprouvant, mais je savais aussi que ça allait être passionnant et que ça allait me remplir de fierté pour de très nombreuses années, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de travailler pour son pays, et en plus pour ce président de la République-là, François Hollande, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'affection. Vous disiez prendre des coups, est-ce que vous pouvez nous révéler un coup, par exemple, que vous avez pris et que vous allez annoncer dans votre livre? Quelques bonnes feuilles en avance à voir. Non, vous savez, il ne faut jamais donner des bonnes feuilles avant, mais de toute façon, la plupart des choses sont connues. J'essaierai dans ce livre-là de donner mon regard, mon analyse, la façon dont j'ai vécu les choses depuis les coulisses, que ce soit le milieu politique, bien sûr, mais aussi l'évolution incroyable qu'on a vécue d'un point de vue médiatique. Vous parliez tout à l'heure de Facebook Live, de Periscope. Il y a
Enfin, ça n'existait pas au début du quinquennat, et on a assisté à une mutation du monde politique et du monde médiatique sans précédent sous ce quinquennat. Et les acteurs pour lesquels je travaillais ou qui étaient à côté de moi, certains s'en sont bien sortis, d'autres moins. C'est ce que j'essaierai de raconter. Et vous allez faire la critique également de votre propre communication à l'époque de François Hollande sur certains éléments. Je commencerai évidemment par ça. Je pense que pour se donner le plaisir d'analyser, de critiquer ou voire de conseiller les autres, il faut d'abord se critiquer soi-même. Moi, j'ai toujours cherché à donner mon maximum, mais comme tout le monde, j'ai commis des erreurs au moment de la sortie du bouquin de Davé et l'homme, dans l'utilisation des réseaux sociaux parfois, dans la gestion de certains événements. Il faudrait des heures et des heures pour en faire la liste, mais bien sûr que j'ai commis des erreurs. Allez, juste pour terminer, votre agence, l'agence 2017 que vous allez créer, vous qui avez été un ancien donc, de l'Élysée, maintenant vous allez leur dire quoi aux grands patrons? Je vais leur expliquer qu'on ne peut plus communiquer comme avant. On ne peut pas distinguer la communication interne et la communication externe, la communication numérique et la communication traditionnelle, le national et le mondial, que tout se conjugue et que le plus important aujourd'hui, c'est deux choses. Un, de bien définir son rôle et le sens qu'on veut donner à son action à la tête de son entreprise en amont, et puis gérer les différents canaux de distribution médiatique sur le long terme, parce qu'une réputation, c'est quelque chose de fragile, qui peut être un atout, mais aussi un énorme handicap si on la gère mal. Et finalement, en termes de communication, il y aura des points communs, par exemple, entre la communication d'un président de la République et celle d'une grande entreprise, ou est-ce que c'est vraiment deux univers distincts? Il y a évidemment des différences parce que les objectifs ne sont pas les mêmes et les personnalités non plus. En revanche, il y a des points communs. L'avantage quand on travaille avec un président de la République, c'est qu'on travaille avec la personnalité la plus exposée en France. Donc après, quand on se retrouve à travailler avec des patrons du CAC 40 ou des patrons de start-up, on peut leur donner aussi des éléments de transmission de ce qu'on a vécu un peu en avant-première et de façon particulièrement intense. Merci Gaspard Ganzer d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, ancien conseiller en communication de François Hollande et fondateur de l'agence 2017.